Et Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio. Et alors on a vu déjà avec l'émission d'hier à quel point il fallait, avant de s'engager sérieusement, vérifier que nos valeurs étaient communes. Hier nous évoquions la sexualité et les différences de libido qui éloignent le couple. Et je vous propose qu'aujourd'hui on élargisse le débat en évoquant ce qu'on appelle les cartons rouges. C'est avec Bruno Martin qui est mon invité et qui aime rappeler à quel point les hommes et les femmes sont différents, et j'ajouterai à quel point nous sommes différents. Et si un peu de différence, ça peut être positif dans un couple, eh bien trop de différence, ça finit par tuer ce couple. Les cartons rouges ce sont, vous savez, les trucs qu'on supporte pas chez l'autre et qui sont donc totalement rédhibitoires pour une vie commune. Par exemple, si vous adorez vivre en ville, ce sera difficile pour vous de vivre avec quelqu'un qui adore la campagne, hein, on peut bien l'imaginer. Mais on pourrait aussi évoquer les valeurs communes et vous aider à repérer quels sont les indices qu'il ne faut pas négliger avant de s'engager avec quelqu'un. Si vous avez envie de témoigner ou si vous avez des questions à poser parce que vous êtes peut-être prêt à vous engager, eh bien je vous invite à nous rejoindre au 0826 300 300. Bruno Martin, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour à tous. Alors vous êtes psychosomaticien et vous êtes auteur de L'amour et vous, pourquoi les femmes aiment et les hommes désirent. C'est aux éditions Albin Michel. Et vous avez tout un chapitre, alors je suis pas sûre, je me souviens plus, mais je crois pas que le chapitre s'appelait Les cartons rouges, mais où vous parlez justement de ces fameux cartons rouges qu'on néglige tellement au début quand on est amoureux et qui pourtant ont tant d'importance. Oui, parce que ce sont des caractéristiques qui devraient, si on était prévenus, nous dire attention, ne pas s'engager plus loin qu'une nuit au mieux. Petite aventure. Ou qu'une petite aventure. Mais certaines caractéristiques sont ignorées et finissent par des catastrophes. Et connaître ça permet de mieux choisir finalement son partenaire et son destin, parce que la réussite du couple, c'est beaucoup de choses, mais c'est en particulier le choix du partenaire qui est beaucoup trop négligé et un peu romantisé, si on veut, par-dessus le marché. Oui, c'est-à-dire que l'amour rend aveugle, le mariage lui redonne la vue. Et là, on voit en effet les fameux cartons rouges. Par exemple, si on a envie de fonder une famille, c'est important d'être sûr qu'on a la même vision de ce que sont les enfants, comment on va les éduquer, et quel est le sens de la famille, par exemple. Ça, c'est un exemple. Alors ça, c'est vraiment pour moi ce que j'appelle les 4 piliers, c'est-à-dire, moi j'ai 4 piliers qui sont, à mon avis, qui peuvent devenir des cartons rouges. Il faut être à peu près d'accord sur la manière dont on partage le temps pour soi, le temps pour le duo et le temps qu'on consacre à la société, aux autres. Le partage de l'argent, comment je la gagne, comment je la dépense, très important. C'est vrai que c'est un sujet de discorde fréquent. Absolument. Comment j'éduque les enfants et quelle est ma vision de la sexualité. On a vu hier, puisqu'on parlait justement de l'harmonie sexuelle dans les couples, et on n'a pas eu beaucoup de témoignages positifs. Non, parce que si on n'est pas un peu sur la même longueur d'onde, sur les mêmes idées au départ, l'espoir que l'amour va tout arranger avec le temps est totalement utopique. Souvent c'est ça, on entend oui, mais le temps, ça arrangera peut-être ceci. Au départ, elle aimait pas trop ça, mais on n'a pas. Et puis bon, finalement, ça s'aggrave plutôt que ça ne s'améliore, hein, en règle générale. Ouais, la sexualité, oui, ça, je suis assez d'accord. Mais même tous les autres caractères qu'on a. Alors, parfois, quand même, il y en a un des deux qui est un peu plus soumis. C'était plus souvent les femmes. Je suis pas sûre aujourd'hui que les femmes soient encore très soumises, et donc qui va céder sur beaucoup de choses pour faire plaisir à l'autre, et puis à un moment donné ça explose, quoi. Alors, j'allais dire, il y a les cartons rouges et il y a les cartons jaunes. Moi j'ai pris cette image-là parce que c'est en rapport avec le sport. On sait très bien qu'un carton jaune... Vous êtes un ancien rugbyman. Oui, voilà, en tant qu'ancien rugbyman. Le carton jaune, vous êtes expulsé, puni 10 minutes, mais vous revenez sur le terrain. Le carton rouge, c'est une éviction totale et définitive. Et il y a des cartons jaunes, les petites choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, ça peut exister, je veux dire, et on peut prendre une certaine leçon de certaines choses. Mais le rouge, c'est celui sur lequel vous n'avez aucune possibilité
d'arrangement, même à la longue, même en étant rationnel, intelligent. Et c'est celui qu'on peut pas corriger. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être un carton rouge. Par exemple, si on ne supporte pas les gens qui fument, il ne faut pas essayer de se mettre avec un fumeur. Il y a un moment donné, ça ne tiendra pas. C'est délicat. Il y a des tas de choses. Il y a le rapport aussi avec les gens qui ont des animaux. Par exemple, si on n'aime pas les chiens, on ne peut pas vivre avec quelqu'un qui a un chien. Enfin, parce que ça devient un tiers qui va être terriblement gênant. Enfin, et tout ça, on a tendance à pas s'en rendre compte. Oui. Mais si vous voulez, et ça, alors j'insiste parfois, c'est surtout les femmes qui ont une tendance à attendre une belle histoire d'amour, qui se racontent une belle histoire d'amour et qui trouvent quelqu'un, au bout d'un moment, qui corresponde à peu près à la description qu'elles ont dans l'inconscient là-haut. Et elles vont se focaliser sur les quelques points qui correspondent et se raconter une belle histoire dont elles tombent amoureuses, en déniant, en évitant complètement de noter les 2-3 cartons rouges, les choses qu'elles savent qu'elles ne supporteront jamais, uniquement pour ne pas brader ou pour ne pas perdre cette belle histoire dont elles sont tombées amoureuses. Alors ça arrive aux hommes aussi, faut pas non plus... Mais franchement, c'est catastrophique, parce que il y avait des indices d'entrée qui racontaient ça, et qu'on n'a pas voulu regarder, et qui vont remonter à la surface un jour ou l'autre. Donc finalement, Bruno Martin, premier conseil qu'on peut peut-être donner, c'est commencer à plus ou moins habiter, vivre ensemble, mais pas complètement, et puis au bout de quelques mois, vous verrez bien si ça va ou si ça va pas. Oui. À condition... Parce que ces cartons rouges, au bout de 2-3 mois, ils sont évidents. Moi je dirais qu'au bout de... quelques minutes si on est super serein, et puis peut-être quelques années si on est encore dans cette illusion de l'amour rêve qui vous parasite la lucidité. Alors, on peut être amoureux, mais c'est vous qui le disiez d'ailleurs, c'était très, très chouette cette expression, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre. Je pense que c'est très bien, avoir la tête dans les étoiles, mais de garder les pieds sur terre. Eh bien, quel serait pour vous le pire? Bon, c'est ce qu'on appelle, pour moi, il y a 2-3 catégories de personnes qui, pour moi, sont pratiquement inaptes au couple. Ça va faire mal, ce que je veux dire, mais il y a le fameux pervers narcissique. Oui, bien sûr. Bon, celui-là, il est carrément toxique à mort. Et vous avez aussi, et ça, c'est un constat que je fais parce que j'en ai vu pas mal passer dans la clinique dans laquelle je travaillais, c'est l'addict. Les gens addicts, vous avez raison. Que ce soit alcool, drogue, ce que vous voulez, voire même le porno, ce que vous voulez. Pour moi, un addict en exercice, pas celui qui s'est soigné, il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs qui arrive, un addict est inapte au couple. On ne peut pas faire un couple qui dure sans chaos avec un addict. C'est-à-dire que le partenaire ou la partenaire de l'addict, à un moment donné, ne le supportera plus. Ça va pas marcher. Ça va être une cata. Cela dit, ça se soigne, l'addiction, puisque c'est une maladie. Ça se soigne, à condition que l'addict veuille déjà s'atteler à la tâche sérieusement. Dans ces conditions, on peut faire quelque chose. Quand il y va uniquement parce qu'il est contraint, parce que la société lui dit d'eux, etc., ou que, ça marche pas. Et puis, on l'a vu hier, curieusement, quand il y a une vraie différence dans la sexualité ou un véritable symptôme, bon an, mal an, le couple arrive à rester, même si, bien sûr, il y en a peut-être un des deux qui va aller voir ailleurs, ou un des deux qui va se sentir très frustré, mais curieusement, ça tient quand même. Comment vous expliquez ça ? Parce que d'autres critères fonctionnent. J'ai cité les 4 piliers, là, quand vous avez 3 piliers sur 4, et puis vous avez aussi les données morales de principe. Je veux dire, quand vous êtes dans une certaine forme de religion ou d'engagement, j'ai signé, il faut que je respecte le contrat jusqu'au bout, malgré les frustrations, malgré tout ça.
où je trouve que déjà 3 piliers sur 4 remplis, c'est suffisant, ça peut nous mener jusqu'au bout malgré les frustrations. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont pas très regardants, mais c'est toujours un problème et c'est toujours des signaux qui nous ont été livrés, moi j'en suis certain, au départ, et qu'on n'a jamais voulu voir parce qu'on a toujours espéré que l'histoire s'améliorerait. Eh bien, on parle de ça avec vous. Vous n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions à poser à Bruno Martin au 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Bruno Martin, psychosomaticien, nous évoquons les signes qui font qu'il ne faut absolument pas repartir dans une histoire d'amour avec ce ou cette personne, parce que justement, il y a des choses qui ne seront pas supportables sur le long terme. Bonjour Karine, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Eh bien, allez-y, on vous écoute. Alors, j'y vais. Alors, moi, je vais vous parler de mon cheminement personnel parce que ça me parle tellement, ce que vous dites. En fait, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'intuition, énormément. Sauf que, aujourd'hui, j'ai 56 ans, donc ma vie amoureuse, il y a du chemin. Et en fait, j'étais tellement dans mes blessures, dans mes manques, dans un besoin de reconnaissance, qu'en fait, quand j'avais une relation qui démarrait, j'avais une intuition qui me disait, tiens, par exemple, j'entendais une phrase, j'entendais une situation, j'entendais un truc qui mettait la puce à l'oreille, sauf que j'étais tellement dans le manque et tellement dans mes blessures que je me disais, ah mais c'est bon, je restais, comme vous disiez tout à l'heure, dans le rêve, dans le fantasme, oh mais ça va aller. Et en fin de compte, j'ai subi énormément. Et en fait, au fur et à mesure de mon cheminement, il y a une phrase qui m'est revenue et je me disais, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, aujourd'hui, je me connecte totalement à mon intuition et je fais confiance en la personne que je suis. Et du coup, ça m'aide énormément. Et quand aujourd'hui j'ai besoin de dire stop, je dis stop. Et je n'ai plus peur des conséquences et d'être seule ou voilà, tout ce qui peut aller avec. Ben, bravo, vous avez appris, vous avez tiré profit de votre expérience. Hein. Alors l'intuition, en fait, pour ceux qui nous écoutent, on pourrait dire, c'est quelque chose qui fait qu'on ressent plutôt d'être bien avec la personne avec qui on est, ou au contraire, il y a des petites choses comme ça qui sont, ça gratte un peu par-ci, par-là. Donc vous avez raison, quand il y a du doute, il n'y a pas de doute, c'est une jolie phrase, bravo. Merci, c'est quelque chose, l'intuition, c'est quelque chose de très fugace, de très spontané, et que du coup, mais on est très capable, l'être humain, il est tout à fait capable de passer très vite à autre chose, alors que c'est quelque chose de très très important. Et que, moi, ce que je voulais dire aussi je sais pas, comme un message d'espoir, ou je sais pas, enfin, pour les gens qui écoutent, c'est qu'en fait, chaque situation, pour moi, il n'y a pas d'échec, et chaque situation, chaque rencontre amoureuse, comme toute autre situation d'ailleurs, nous en apprend de nous-mêmes. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors après, oui, ça met parfois peu de temps, parfois c'est très long. Parce que voilà, parfois c'est comme... Mais vous avez raison, et quand on a des blessures, moi je dis souvent, hein, le couple c'est un parcours initiatique, il est fait justement pour nous remettre face à des choses qu'on a besoin de régler. Mais ce qu'il faudrait pouvoir faire, mais on est d'accord, personne ne le fait, on fonce tous tête baissée si je puis dire, on devrait pouvoir se dire, bon, ok, il y a quelque chose qui me gêne un peu, je me sens pas totalement, j'y vais quand même, comme ça je vais régler les choses, mais ne pas s'engager complètement, de manière à garder petite porte de sortie, mais on ne le fait pas, on fonce, oui. C'est vrai. Et tout du moins parler, et aussi parler, ne pas garder, parce que parfois par peur de la réaction et par peur de se retrouver seul ou par plein de facteurs, hein, on se tait, on subit. Et alors que la communication, c'est vraiment quelque chose, après tout dépend, voilà, comment aussi l'autre communique avec nous aussi. Enfin, il y a tellement de facteurs en fait, tellement. Mais ça s'apprend. Oui. À communiquer, c'est pareil. Il faut communiquer entre adultes, je veux dire, voilà, entre grandes personnes. On peut se dire les choses au fur et à mesure, histoire d'évaluer la couleur du carton.
Hein, s'il est jaune, on peut toujours travailler et puis lui donner une petite couleur sympa. S'il est rouge, ben voilà, vous le savez tout de suite. Et malgré l'ensemble des qualités, parce qu'un être humain a toujours un certain nombre de qualités, malgré l'ensemble des qualités de la personne, ce rouge fait que vous ne vivrez jamais bien avec cette personne. Et là, c'est au revoir. Voilà, je retente ma chance et je me redonne une chance de réussir ma vie autrement avec quelqu'un qui me correspondra bien plus. Ah, oui, tout à fait. Après, par rapport à vos cartons, les cartons jaunes et les cartons rouges, où je trouve que c'est une belle c'est concret en tout cas. C'est concret, voilà. C'est très concret, merci. Et en même temps, juste là me vient la question et je me dis, mais carton jaune en fait, mais quand est-ce qu'on sait, quand est-ce qu'on décide? Parce qu'un carton jaune, ça peut durer du coup, pour le coup, le match, il peut durer 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf si on communique, comme vous le dites. Si on communique et qu'on voit qu'on trouve des compromis ou qu'on peut évoluer sur tel ou tel domaine. Mais le rouge, c'est vraiment... Moi, alors, pour le définir, c'est je détecte un comportement qui, s'il est encore là dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, je suis certain que je ne le supporterai jamais. Clairement. C'est ça le rouge. C'est le truc qui est irréversible s'il est toujours là dans 6 mois, s'il est toujours là dans 12 mois. Et si vous détectez ça, malgré la liste des qualités, il est grand, il est beau, il est intelligent, il est tout ce que vous voulez, c'est impossible de faire un couple à terme. Ah, complètement. Et c'est tellement valorisant de savoir dire non aussi. Enfin, du coup aussi. Oui, c'est savoir. Mais pour ça, Karine, c'est toujours pareil. C'est vrai que quand on débute, qu'on sort de l'adolescence, on n'a pas encore appris à se respecter vraiment. On ne connaît pas encore ses vrais désirs, ses valeurs. Donc on tombe. Enfin, moi, je dirais qu'on peut tomber en effet avec quelqu'un qui ne nous correspond absolument pas. Mais après, on devrait pouvoir comprendre. Ce qui est surtout embêtant, c'est quand quand quelqu'un va par exemple déménager, quitter sa ville et ses amis pour aller vivre avec quelqu'un et de se rendre compte 2 ans plus tard qu'il y a des cartons rouges. Vous voyez, je pense que l'émission qu'on fait aujourd'hui, elle est surtout valable pour des personnes qui veulent créer une famille, avoir des enfants, et s'ils sont avec quelqu'un et qui sont prêts à s'engager, on leur conseille vraiment de vérifier qu'il n'y a pas de carton rouge. S'ils sont prêts à quitter, changer de pays parce qu'ils sont amoureux, c'est pareil, il vaut mieux vérifier qu'il n'y a pas de carton rouge, parce que c'est quand même des changements qui peuvent vraiment impacter leur vie. Et prendre du recul, bien sûr, prendre du recul et pas se précipiter, ça c'est clair. Tout à fait. Après, vous entraînez les enfants, comme vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que non seulement on entraîne sa vie, mais on entraîne la vie de personnes qui vont arriver dans la famille. Souvent vous impactez la vie de vos proches parce que eux ils ont détecté les cartons pendant que vous étiez en train de voler au milieu des papillons. C'est embêtant au bout d'un moment. Et puis plus vous allez insister sur le carton rouge du futur gendre, plus votre fille va vouloir s'envoler avec, parce qu'il y a l'effet Roméo et Juliette. Vous savez, Roméo et Juliette, on a tout fait pour les séparer, c'est ce qui les a rapprochés le plus. Vraiment. Voilà. Eh oui. Bon, écoutez, en tout cas, Karine, bravo, vous avez fait votre chemin, hein? Ben oui, merci. Moi, je suis thérapeute maintenant, donc ça va. Vous pouvez aider les autres, alors. Leur ouvrir les yeux. Exactement. Donc, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience de vie. Et merci à vous pour vos belles émissions. Merci beaucoup. C'est gentil, Karine. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve avec le Love Conseil. Je vais vous parler des différentes formes de relations non exclusives. Comment savoir si on a rencontré le bon ou la bonne partenaire, et quels sont pour vous vos cartons rouges? On en parle aujourd'hui avec Bruno Martin, psychanalyste. Vous voulez participer à l'émission 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil.
Alors hier, on parlait de la non-exclusivité dans le couple. C'est quelque chose de plus en plus demandé. On voit qu'il y a une évolution. Les jeunes couples auraient envie d'être un peu plus libres. Alors, je vais vous passer en revue tout ce qui est possible. Alors, il y a évidemment, à ce moment-là, on peut rester célibataire. Et à ce moment-là, on a une liberté totale. On n'a pas de partenaire principal ni régulier. C'est la meilleure manière d'être dans des relations non exclusives. Mais c'est pas ce que on aspire le plus. On a envie d'avoir quand même quelqu'un. Alors il y a évidemment le polyamour. Alors le polyamour, ça repose sur des règles qui se construisent à deux. Il n'y a pas une définition du polyamour. C'est à chaque couple de polyamoureux de définir les règles de ce qui est autorisé, jusqu'où on a une liberté. C'est pour ça que c'est assez complexe, le polyamour. Mais en règle générale, il faut au moins que respect et amitié soient là pour que le couple polyamoureux continue et arrive à tenir. Ça me paraît évident. Alors il y a le libertinage. Là aussi, il s'agit d'être clair sur les limites que l'on impose. Mais en général, les libertins sont assez aptes à communiquer, me semble-t-il. Il y a ce qu'on appelle le couple libre. Donc c'est un couple, mais chacun ferme les yeux et éventuellement, on peut pas dire qu'il autorise l'adultère, mais en tout cas il ferme les yeux, il veut rien savoir. On considère qu'on est libre, mais bon, on reste. Cela étant dit, cette solution de couple libre est souvent imposée par l'un des deux, tandis que l'autre ignore qu'il a la solution. Oui, il est moins libre. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est drôle. C'est vrai que curieusement, ça pourrait sembler être la solution, le couple libre, mais oser en parler et installer un couple libre, c'est assez rare parce que ça laisse beaucoup de place à l'imaginaire et donc à la jalousie qui en découle. Et c'est pour ça que finalement, ça marche pas si bien que ça, le couple libre, si ce n'est dans le secret mutuel qui, à ce moment-là, n'est plus vraiment un couple libre. Donc on voit bien qu'il n'y a pas tant de relations non exclusives qui marchent, finalement. C'est certain, non, mais puis bon, moi ce mot polyamour parfois me fait un peu sourire quand on connaît le cerveau d'un amoureux un peu passionné. On est justement dans celui d'un addict, c'est-à-dire que tout manque. En fait, vous êtes occupé par une seule et même personne à longueur de temps et de journée. Il n'y a pas de place pour une deuxième personne dans le sentiment amoureux. Dans l'attachement, si vous voulez, on peut être attaché à plusieurs personnes. Mais amoureusement parlant, quand on est amoureux et qu'on peut se passer de la personne pendant un mois et que c'est pas très douloureux et qu'on s'en fout, c'est qu'on n'est pas amoureux. Absolument. Mais vous savez, je crois que dans ces questions d'exclusivité, de non-exclusivité aujourd'hui, il y a beaucoup d'immaturité. C'est-à-dire que on aimerait croire que la transparence réglerait tout, mais en fait, on se rend bien compte que c'est pas aussi simple que ça. Et il y a toujours dans un couple libre un qui est pratiquement jamais libre, parce que voilà, nous on s'autorise des choses qu'on n'autoriserait surtout pas à l'autre. Oui, évidemment. Annick est avec nous maintenant. Bonjour Annick. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Merci de m'accueillir. Je vous en prie. Merci pour les premiers éléments là que vous avez évoqués, le témoignage de la première auditrice qui ont bien résonné avec un peu aussi mon histoire. Je suis en couple depuis 25 ans avec le même homme et avec un parcours parfois semé de doutes et de difficultés. Les fameux cartons rouges, du coup, ça me faisait repenser au début de notre histoire, où si j'avais connu Monsieur Martin, j'en serais peut-être pas là, même si je suis heureuse d'en être là aujourd'hui parce que on a réussi à retrouver quelque chose de positif. Mais c'est vrai que quand on est jeune et amoureux, on voit pas forcément tout de suite ces petits détails qui disent mais attends là, Annick. Mais qu'est-ce qu'il y avait au début qui était... Au début, c'était surtout en fait cette
façon de m'isoler de mes amis, de mes activités propres et de mon parcours professionnel, même si j'ai toujours pu et su avoir une activité pour moi. Et je crois aussi que c'est important et que je ne regrette pas de l'avoir fait, c'est d'avoir une indépendance financière, d'avoir toujours un revenu et un compte séparé. Donc il est visiblement, puisque vous avez quand même réussi à garder un peu ce que vous aviez envie, ça serait plus un macho qu'un pervers. Ben oui, alors oui, je trouve que quand j'ai me suis beaucoup renseignée sur cette histoire d'un peu de pervers narcissique. Lui c'est plutôt une sorte de tyran domestique où il fallait être à son niveau d'exigence et que moi j'étais la petite fille en fait, et pendant longtemps j'ai été cette petite fille qui cherchait à vouloir plaire un peu, à être dans le sillon et l'admiration peut-être de oui, donc c'est bien l'homme un peu macho qui considère que c'est lui, et puis le fameux dominant du couple, quoi. C'est ça et donc il m'a fallu quelques temps pour comprendre que je pouvais quand même exister par moi-même dans cette relation, et d'aller aussi un peu contre ces exigences et la façon désagréable qu'il pouvait avoir de me les imposer. On a toujours effectivement le relais des parents, de la famille qui dit mais attends Annie, comme on te voit plus, parce qu'il y avait toujours une bonne raison de pas passer du temps ou passer plus de temps avec sa famille à lui plutôt que la mienne. Voilà, à côté de ça, beaucoup de choses qui intuitivement me raccrochaient à lui et nous rapprochaient en termes de façon de voir les choses, de façon de voir. Mais est-ce qu'il a évolué au fil du temps, visiblement? Donc c'était pas un carton rouge, c'était un carton très très jaune, voire orange, on va dire. Ouais, en fait, il a évolué parce que j'aurais peut-être aussi un peu réussi à lui faire exprimer ou réaliser des choses qu'il n'aurait pas fait si j'avais juste entre guillemets obéi, et qu'on a fait des démarches aussi avec je trouve que c'est important de pouvoir se faire aider, surtout aussi après quand on devient parent. Je trouve que la phase d'être parent. Vous avez été en thérapie, donc c'est ça? Oui, voilà, on a été en thérapie. Je précise, quelqu'un qui est vraiment pervers, de toute façon, ne va pas en thérapie, ou en tout cas, ça sert à rien. Ou vient chercher en thérapie la validation de ses propres visions de la chose. Parce que j'en ai quelques cas assez copieux où l'homme arrive avec sa femme pour que le thérapeute lui dise effectivement, écoutez votre mari quand même, c'est quand même lui qui a raison dans le couple. J'en ai comme ça. Puis dès que vous commencez à les mettre sur le même niveau, la thérapie il s'en va. Non, elle s'arrête. Soit vous gardez la dame en thérapie qui reste toute seule à un bon moment, et puis lui part. Bien sûr. Bah oui, c'est ça, mais oui, c'est ça. Et parfois au début, sur les premières années ou les premières étapes de consultation où moi-même j'ai menacé de partir, et donc c'est ce qui provoquait aussi lui chez lui de se dire non, je tiens à toi et je veux qu'on aille voir quelqu'un, où il y allait un peu pour me faire plaisir sans véritable remise en cause, et c'est ça. Et, voilà, il a fallu un petit peu remettre les choses en sellette et en remettre en cause le couple, où j'avais vraiment l'envie de partir et de me dire non, ça va pas continuer comme ça, c'est pas possible par rapport aux réactions que ça provoque aussi chez moi et la colère, et aussi on a trouvé une bonne thérapeute qui a su nous faire entendre et nous écouter l'un l'autre sur ce que ça crée chez moi en termes de réaction, mais aussi lui, ce qu'il attendait. Dans un couple, c'était aussi savoir s'entendre dans tous les sens du terme et s'écouter. Et je trouve que pour valider ou invalider la poursuite, c'est important de pouvoir se donner des moments où on pause, où on coupe. Personnellement, je pense que c'est ça qui nous a sauvés, ou qui a permis de en tout cas, qui a arrangé les choses et fait évoluer. Mais avec le recul, Annick, j'imagine que vous avez compris pourquoi vous l'avez choisi lui. Oui,
Oui, j'ai également compris ce que ça jouait en moi. Bien sûr, ouais. Il y a beaucoup, ouais. Et alors, c'était quoi? Et ben non, mais du coup, j'avais toujours ce besoin, c'est peut-être la blessure de rejet qui est remontée, et c'est besoin de reconnaissance de la part de l'autre. Donc j'attendais toujours qu'il ait de la reconnaissance vis-à-vis de moi, ou de faire les choses qu'il demandait, alors qu'en fait je suis pas obligée d'être la mère parfaite, la femme parfaite, l'épouse parfaite. Je peux être à mon niveau avec mes faiblesses, et ça me fait réaliser ça, et que je pouvais ne pas surréagir à ses demandes à lui, et en même temps lui a pu exprimer ce qu'il attendait aussi de moi, d'aller vers moi en disant bah oui, je comprends ce dont tu as besoin mais là, vous nous parlez de ce que ça provoquait chez vous par rapport à vos blessures, bien sûr. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre pourquoi vous l'avez choisi, vous avez choisi ce modèle-là, et pourquoi lui, il a choisi ce modèle-là. Et ça, là, évidemment, on imagine qu'il y a eu certainement dans votre enfance un homme un peu macho, ou en tout cas un peu dominant, qui faisait, et il faisait écho. Alors ça peut être la mère aussi qui est dans ces cas-là. Oui, tout à fait, et tout à fait, et vice versa, lui aussi, c'est-à-dire que quelque part je suis différente de lui par un rayonnement, par quelque chose d'assez positif et moins carré que lui, donc il y a un côté chez l'un comme chez l'autre d'admiration et de rejet, parce que justement on représente ce que peut-être on n'aime pas, chez l'autre, enfin entendre ou se faire dire, et en fait le fait de prendre du recul aussi par rapport à lui dans une séparation, ça m'a permis de réaliser que on est sur la même voie pour l'éducation de notre fils, pour même nos projets, et que je peux pas faire sans lui en fait. Et c'est aussi important de voir le manque que cela procure de se retrouver sans. Et en essayant effectivement. Bon, moi j'ai envie de vous dire, Annick, qu'il y a encore un peu de boulot, parce que. Mais enfin, en tout cas, bravo, parce que vous avez été chercher de l'aide, et c'est ça qui est important, parce que sinon, vous seriez en conflit permanent. Mais tout à fait. On a tous sous stress ou dans la contradiction ce qu'on appelle des drivers, c'est-à-dire un programme ancien qui est inscrit, et il y en a un qui est souvent présent, c'est le « fais plaisir si tu veux qu'on t'aime ». C'est un peu ce que vous avez raconté, c'est-à-dire que il faut que je lui fasse plaisir, il faut que je sois d'accord, il faut que je sois adapté à ses demandes, comme ça il va m'aimer. C'est la position de la figure d'autorité par rapport à l'enfant, qui doit faire plaisir pour être aimé, apprécié, etc. Et après, ça fait des couples où la relation, elle est parent-enfant. Vous avez un parent autoritaire qui est avec une enfant adaptée soumise. Bon, ça marche un moment tant que l'enfant adapté soumise répond parallèlement à la demande. Et puis le jour où la demande se croise, alors là, ça commence à mal aller. Et soit ça arrive à se décanter par la communication, soit à la longue, vous allez consulter, et on peut, aux limites de l'explosion du couple, remettre une communication entre deux adultes, ou alors on n'y arrive pas. Vous êtes dans l'acte 2, vous avez réussi à retrouver, il vous a donné une place d'adulte menacée par le potentiel départ. Exactement. Tout à fait. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Annick, en tout cas. Merci à vous, bonne émission, et merci pour tout. Je vous en prie. Merci. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant.
Sud Toujours Radio. pas. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Renew. Et Sud Radio. Bruno Martin est avec nous. Vous êtes psychanalyste psychosomaticien, auteur de L'amour et vous aux éditions Albin Michel, dans lequel vous parlez justement de ces fameux cartons rouges, de ces signaux qui sont là, très visibles et que pourtant on ne voit pas et qui fait qu'on s'engage dans un couple au long cours et qu'à un moment donné, il y a quand même pas mal de problèmes. Mathieu, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Mathieu, pardon. Je vous en Bonjour prie. Brigitte. Je vous en prie, Bruno. Bonjour. Bonjour Bruno Martin, excusez-moi. Bonjour. Oui, je voulais apporter mon témoignage. En fait, je suis avec ma femme depuis maintenant 16 ans. On a 2 enfants et donc j'ai pu constater plusieurs cartons jours que j'ai pu émettre dans le temps. Mais moi qui étais en phase d'évolution, en fait, j'ai pas pris en considération et donc j'ai pris sur moi. Sauf que avec le temps et avec l'état de l'évolution de chacun, je me suis aperçu que aujourd'hui on n'a pas évolué de la même manière et donc aujourd'hui j'ai une épouse qui tout ce qu'elle trouvait rigolo au départ maintenant l'est insupportable. Donc ça c'est difficile. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques, beaucoup de reproches. Ce qui est appréciable, c'est qu'aujourd'hui, elle dit les choses, alors qu'avant, elle gardait pour elle pendant un certain temps, et à un moment donné, quand ça débordait, ça explosait, et donc ça allait au clash. Donc là, elle dit les choses librement, parce que moi, maintenant, je suis apte à écouter et à accueillir. Sauf qu'à un moment donné, ça devient insupportable. Et là, honnêtement, je vais juste vous raconter une petite anecdote parce qu'elle est toute récente. On est parti chez des amis avant-hier en week-end, donc un couple d'amis qui ont aussi des enfants. Donc on a déjeuné chez eux, on a débattu de certains sujets, tout ça. Et je me suis aperçu en fait que tous les commentaires, toutes les analyses et réflexions que j'ai pu apporter dans les débats ont été complètement réfutés et critiqués par ma femme. Mais elle prenait le contre-pied sur tout ce que vous disiez. Oui. Exactement. C'est assez fréquent en couple ça, quand la femme a des comptes à rendre à l'homme. Alors après. Pourquoi, ça c'est une autre histoire, mais c'est quelque chose qu'on remarque assez facilement. C'est très très féminin. Là, elle est devenue en fait l'avocate de tous les intermédiaires qu'on peut côtoyer. Et en fait, je m'aperçois que chez les autres, on discute, les gens sont ouverts et il n'y a pas de critique. Mais elle, voilà, elle va retenir que les mauvaises choses. Et à un moment donné, elle va me les balancer comme ça. Et là, hier soir, 2 jours après, elle m'a tout balancé comme ça. Ça a été violent, enfin je m'y attendais pas du tout et là c'est très compliqué en ce moment. Et ça vous fait rire, écoutez, donc tout va bien, hein? Ouais, parce que je prends pas les choses à cœur, mais au fond de moi, ça me rend triste, parce que je m'aperçois qu'on n'avance pas. Je crois que Mathieu, qu'il y a quelque chose d'essentiel à comprendre. Ça parle d'elle, ça parle pas de vous. Ça parle de son. Justement, c'est ce que j'allais vous dire, Brigitte. Écoutez, c'est ce que je lui ai dit hier soir. Bien sûr, c'est son mal-être qu'elle vous envoie à la figure. Mais elle refuse de l'entendre, Brigitte. Elle refuse de l'entendre. C'est normal, puisque elle va mal. Elle va pas. Si elle reconnaissait qu'elle allait mal, elle n'aurait pas besoin de vous jeter toute sa poubelle à la figure. Alors, mais quoi faire alors? Quoi faire? Bruno, j'ai besoin de vos conseils. Allez-y, Bruno. Qu'est-ce que je dois faire dans ce genre de situation? Alors là, il y a ce que j'appelle un je t'en veux. Je t'en veux. Complètement. Qui doit d'ailleurs, dans plein de cas, moi dans ma pratique, là, je vois que, alors ça rebondit en général sur une chute draconienne du désir sexuel féminin en général. Le je t'en veux, c'est terrible. Et en fait, les hommes, on cherche à toujours avoir la confiance de la femme dans tous les domaines, se sentir compétent, et elle le sait. Et donc, dans ces conditions, elle vous flingue littéralement sur « tu n'es pas compétent ». Ce que tu dis est stupide. Elle sait que ça va faire ce que t'as fait, mal. C'est débile, etc. Voilà, etc. C'est le truc qui énerve le plus les hommes. Et elle vous flingue là-dessus parce que elle vous en veut. Alors, je sais pas où vous en êtes tous les deux dans la sentimentalité,
on va dire, parce que c'est souvent là que ça se passe. C'est tu ne me prends pas en considération, tu ne me fais plus de surprises positives. Alors ça peut être aussi un problème de rivalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a l'impression qu'elle a perdu le pouvoir et que vous l'avez pris et qu'il faut vous rabaisser pour arriver à retrouver un peu le pouvoir. Vous voyez, c'est cette fameuse lutte de pouvoir dont on parle aussi dans les couples. Qui vient, mais qui vient forcément, et Bruno vous l'a dit, qui vient forcément à un moment donné parce qu'il n'y a plus assez d'amour, plus assez de sexualité, et donc on n'est plus deux amis qui regardent dans la même direction, on est deux ennemis qui se regardent face à face, quoi. Il y a des choses qu'elle attend de vous et qui ne sont pas au rendez-vous, surtout dans le domaine. Je m'engage, je te prends en considération, je te valorise, je te surprends, tu es au centre de mes préoccupations affectives. En général, quand c'est vide, vous avez ce genre d'attaque. Il me semble, Mathieu, dans ce que vous nous avez dit en début de votre témoignage, qu'il y a quand même une piste importante. J'ai l'impression que vous avez évolué et qu'elle est la même, si je puis dire, qu'il y a 16 ans. Et votre évolution fait que vous vous êtes un peu éloigné, et du coup, elle a l'impression que vous ne vous intéressez plus à elle, ou au contraire. Enfin, vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi qui s'est joué. Je sens une forme d'immaturité chez elle. Après, elle me reproche aussi beaucoup le manque de présence à la maison, hein, parce que c'est vrai que je travaille beaucoup et au niveau de la famille, je suis pas toujours présent. Donc ça, je l'entends. Et d'ailleurs, je fais en sorte d'aller dans son sens, mais c'est jamais suffisant. Et je suis jamais à la hauteur, en fait. Et donc, dès qu'elle peut, elle me met des bâtons sur le chemin, quoi. Et à un moment donné, c'est usant. Ouais, mais elle attend quelque chose de vous qu'elle n'ose pas peut-être vous communiquer directement, mais ce sentiment d'être au centre des préoccupations, c'est quand même le premier plan attendu. En fait, vous la faites plus assez rêver en tant qu'être au milieu. Elle est plus valorisée, tout simplement. Plus les paillettes dans les yeux, Kevin. Là, ce que j'ai constaté, moi, vis-à-vis des enfants, je le vois, hein, elle est très présente par rapport aux enfants, par rapport à moi, sauf que je vois la relation qu'elle a avec les enfants et que moi j'ai avec les enfants. Moi, je vois qu'il y a une certaine admiration des enfants vis-à-vis de ma part, et elle, je sens qu'elle est dévalorisée, limite, elle est même pas respectée. Et ça, je l'ai souvent vu, et j'ai souvent réagi. Mais alors là, Mathieu, excusez-moi, je vais prendre sa défense, parce que là, vous êtes responsable. Si les enfants se mettent à vous regarder avec admiration et à la regarder avec beaucoup moins d'admiration, ça vient de vous. Mais justement, Brigitte, ce que j'allais vous dire, moi, c'est que, en fait, à un moment donné, vous savez, vous récoltez ce que vous projetez. Et à un moment donné, quand vous avez une attitude avec les enfants qui est respectueuse et à un moment donné borderline, parce qu'à un moment donné, elle est à bout, donc à un moment donné, les enfants lui renvoient en fait ce qu'elle leur envoie. Mais excusez-moi, c'est que j'ai vis-à-vis des enfants. Non, excusez-moi, Mathieu, c'est vous le père, c'est à vous de remettre les enfants à leur place, qui n'ont pas à dévaloriser leur mère. C'est ce que j'essaie de faire, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'à un moment donné, parce que vous n'avez pas envie que ça fonctionne si bien que ça. Je suis désolée, mais c'est important ce que je dis, parce que c'est important pour les enfants. Les enfants doivent regarder leurs parents de la même manière, même si ils vont peut-être avoir plus envie de jouer avec le père, de cuisiner avec la mère, ou je ne sais quoi. Chaque enfant a ses affinités. Mais c'est important, parce que sinon, vous voyez, cette rivalité dont je parlais, vous venez de me la prouver en parlant justement de la manière dont les enfants vous regardent et la regardent. L'attitude est différente, Brigitte. Oui, j'ai bien entendu. Les réactions diffèrent. Et ça, je ne suis pas responsable, dans le sens où, à un moment donné, elle est quand même adulte, et elle est quand même responsable vis-à-vis de ses enfants. Donc maintenant, vous venez de dire tout à l'heure, Mathieu, ne vous énervez pas. Mathieu, vous nous l'avez dit. Non, c'est juste qu'on n'est pas d'accord, c'est tout. Mais bien sûr, et vous avez le droit, et c'est peut-être vous qui avez raison et moi qui ai tort. Non, pas du tout. Mais Mathieu, vous l'avez dit, elle est immature. Donc, vous n'êtes pas deux adultes. Non. Et elle est certainement... moi, je pense que de toute façon, elle a besoin de se faire aider. Et je crois qu'il faut... C'est ce que je lui ai dit hier. Moi, hier, en fait, la démarche que j'ai eue, c'est qu'elle a commencé à consulter une coach.
concernant Oui, les mais- relations qu'elle avait avec ses enfants. À la base, Oui, l'histoire mais a commencé par- une coach, on sait ce qu'on pense des coachs. Hein. Non, je crois qu'elle a besoin, elle a besoin de quelqu'un qui peut l'écouter déjà dans un premier temps. Elle a besoin, dans un premier temps, de se sentir valorisée par quelqu'un qui l'écoute. Moi, je comprends aussi, Mathieu, que vous soyez un peu à bout parce que c'est fatigant ce genre de personne immature et qui est tout le temps en train de vous jeter à la figure ce qui ne va pas chez elle. Donc c'est normal que vous soyez un peu à bout aussi, vous voyez. Mais je pense qu'en effet, là, en l'occurrence, Bruno Martin, je crois que le couple a besoin d'aide et elle a besoin d'être... Moi, je crois qu'un petit passage, effectivement, ne serait-ce même en thérapie de couple, qui peut être le début d'une thérapie individuelle pour l'un ou pour l'autre, c'est intéressant. Et une communication qu'on appelle affirmative s'impose. C'est-à-dire vraiment pouvoir... Quand elle apporte quelque chose, même de contradictoire, acte 1, accusé-réception. Et plutôt que de s'opposer ou d'écouter passivement ou de donner tout de suite son argument qui va créer des gros conflits, prendre en considération ce qu'elle apporte, que vous soyez d'accord ou non, ok, j'ai bien compris ta position, elle est claire, nette, précise, ça se respecte, acte 1. Et acte 2, mon sentiment et mon idée à moi. C'est-à-dire, je te respecte, je me respecte. Mais souvent, on évacue le premier acte. Et c'est pour ça que les gens se sentent totalement incompris la plupart du temps. Et si c'est juste une petite technique que vous pouvez conserver, essayez de l'appliquer. Et puis, parce que aller d'abord dans l'accusé-réception de ce que l'autre vous importe, ça le fait exister. Et vous pourrez peut-être savoir ce qui se cache derrière au bout du compte. Bon courage, Mathieu, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai problème qu'il faut pas prendre à la légère dans votre couple, oui. C'est évident. Bon courage. Quels sont vos cartons rouges dans une relation de couple? Venez en parler avec notre invité aujourd'hui, Bruno Martin, psychanalyste. Notre standard vous attend, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Martin est avec nous et on écoute les couples et on voit évidemment que dans un couple, quand il y a eu des petits éléments qui n'étaient pas tout à fait compatibles, eh bien ça ressort plus ou moins violemment au fil du temps et c'est évidemment un véritable handicap au bonheur du couple, Bruno Martin. Oui, il y a du jaune ou du rouge qui sort, mais voilà. Mais le rouge finit mal. Le rouge finit mal, oui. Il vaut mieux qu'il y ait du rose qui sorte que du rouge. Oui, ça. Alors, Catherine, bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Bonjour Bruno. Bonjour. Voilà, je souris parce que j'aime bien la note rose quand même que la note rouge. Eh oui. Et oui. Alors moi, je voulais vous parler de ma vie aujourd'hui parce que je vis une relation à distance avec Alain que je connais depuis 10 ans. Donc il y a 10 ans, on a eu une aventure. À ce moment-là, il habitait beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Et donc, cette distance, ça fait que nous n'étions pas prêts, je crois, l'un et l'autre à poursuivre ensemble. En tout cas, à poursuivre cette relation. Parce que à cause de la distance, donc. Oui, la distance était un frein. Pour lui, surtout, pas pour moi. Moi, je pense que j'étais certaine de pouvoir le faire parce que j'avais été mariée à un homme qui était très souvent absent à cause de ses obligations professionnelles. Mais pour lui, ça n'était pas possible. Donc, j'ai accepté. Et on est restés amis. Et aujourd'hui, en fait, il s'est rapproché. Et donc, on n'est plus qu'à 3 heures de route, l'un de l'autre. Et en fait, notre relation se tisse autour de cette distance et que je trouve assez formidable aujourd'hui. C'est-à-dire que tantôt c'est lui qui vient, tantôt c'est moi qui vais le rejoindre. Et ce que je trouve de bien, alors je ne sais pas si un jour on vivra ensemble. En fait, on a un projet de vie commun. Voilà, qui va se dessiner, alors ou pas d'ailleurs, peut-être que ça restera comme ça, mais en tout cas, moi, le point positif, donc, et je ne vois peut-être pas tous les cartons rouges, j'en ai vu il y a 10 ans. Alors, il y en a un qui est toujours présent. C'est quoi le carton rouge toujours présent? Comment dire? Je ne sais pas si c'est un carton rouge, en tout cas, je le lui ai dit. C'est-à-dire qu'en fait, quand je l'ai connu il y a 10 ans, il était en couple.
Et donc, il est toujours en relation avec cette jeune femme qui est plus jeune que moi. Donc, il y a une petite chose qui me titille au niveau de ça, de sa jeunesse. Mais c'est surtout que il l'a trompée. Et donc, il l'a trompée. Et donc, elle a dit, donc c'est terminé entre nous. Mais ils sont quand même restés très amis. Et elle habite dans son environnement aussi, là, parce qu'elle aussi a déménagé. Et il est devenu le parrain de son fils. Et en fait, je lui dis, moi je la connais, elle s'appelle Cathy, enfin, je l'ai connue donc, puisqu'on a fait en fait tous les trois une formation, quand on s'est connus il y a 10 ans, on a fait une formation tous les trois ensemble, enfin on faisait une formation commune, et donc j'ai fait sa connaissance, et c'est une jeune femme charmante d'ailleurs, et aujourd'hui, ce qui me dérange, alors, et ce que je lui ai dit, d'ailleurs je lui ai dit, je dis voilà, est-ce que tu lui as parlé de moi? Puisqu'ils sont très amis, donc je dis quand on est très amis, on se fait des confidences, ou si elle t'a questionné, ou est-ce que toi tu l'as fait spontanément, etc. Et il me dit non. Et il me dit pas encore, et je lui ai dit écoute, pourquoi? Et alors, je ne sais pas quel est son problème vis-à-vis de ça, parce que je dis, écoute, moi, avec mon ex, avec qui je suis restée très amie, je lui ai dit, écoute, il me pose souvent la question, quand il me dit, est-ce que tu es seule, est-ce que tu rencontres quelqu'un? Je dis, oui, j'ai rencontré quelqu'un, voilà, c'est aussi simple que ça, de le dire. Et en fait, il doit se faire opérer très bientôt, et en fait, c'est elle qui va s'occuper de lui. Alors ça me blesse beaucoup. Donc je lui ai dit, parce que bon, elle est proche, elle est à 50 km de lui, moi je suis à 3 heures de route. Et donc je me dis, mais tu comprends, et moi je lui ai proposé d'être là, parce que je peux me rendre présente. Et il a dit non, de toute façon c'est qu'une amie, etc. Donc le petit point rouge, il est celui-là. Et donc je lui ai dit, je vous ai écouté tout à l'heure, lors du témoignage où c'est Bruno qui disait, ou vous, Brigitte, que ce point rouge pourrait devenir, c'est-à-dire que s'il ne règle pas ça assez rapidement, c'est-à-dire de faire connaître à Cathy ma présence dans sa vie, je pense que ça pourrait être effectivement un frein à notre relation, pour moi. Alors on entend quand même que vous êtes un peu jalouse, peut-être à juste titre, ça je n'en sais rien, mais on sent bien que vous êtes un peu jalouse. Donc à force, ça peut en effet devenir terriblement douloureux, ça c'est sûr. C'est ça, et bon, je suis pas quelqu'un, la jalousie, c'est pas quelque chose, enfin, je trouve que c'est normal, je crois que c'est la distance aussi peut-être qui crée ça. Non mais attendez, on peut comprendre, on peut tout à fait le comprendre, hein, parce que vous avez des suspicions qui sont pas claires, et quand vous lui en parlez, et c'est ça qui m'ennuie surtout, quand vous lui en parlez, il a pas l'air d'entendre, ou en tout cas de comprendre. Tout à fait. Moi, je vous comprends. Hein, c'est gênant, c'est gênant. On va dire ça. C'est gênant. Voilà. Il y a une jalousie concurrentielle normale. Et ce que je veux dire, c'est que chaque femme cherche, c'est normal aussi, à être au centre des préoccupations affectives affirmées de l'homme. Et là, il ne s'affirme pas du tout. Il affirme pas que vous êtes au centre, puisque même il arrive même à vous occulter dans la vie de l'autre. Et c'est vrai que le premier réflexe, c'est quand même de penser, je me réserve une possibilité de plan B, étant donné que voilà, je n'affirme pas que j'ai quelqu'un dans ma vie, donc je ne vais pas me mettre des bâtons dans les roues si jamais il y avait un retour potentiel de la personne. Ça, malheureusement, vous avez tout compris, c'est exactement ça. C'est un danger potentiel. Quand on écoute votre histoire, c'est un peu l'idée qui vient clignoter. Alors, je sais pas s'il a une intention franche, si leur histoire est définitivement terminée du côté de la dame, mais en connaissant les hommes, c'est bien ça. C'est un petit peu, c'est pour ça que je suis un peu, enfin, c'est plus plus qu'embêtée. C'est-à-dire que lui me dit que non, qu'elle fait partie aujourd'hui de sa famille, et qui plus est, il est le parrain de son fils. Alors je dis effectivement, ils ont un lien assez fort quand même par rapport à ça, mais il a eu une parole malheureuse parce qu'il m'a dit, mais de toute façon, je pense qu'elle a quelqu'un. Ah,
je lui ai dit et j'ai dit de toute façon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pourrais donc renouer avec elle. Vous êtes assez perspicace, Catherine, quand même. Hein, oui, mais parce que qu'est-ce qui vous, enfin, vous êtes retrouvés il y a combien de temps? Vous ressortez ensemble depuis combien de temps? Depuis le mois début septembre. C'est récent. Hein. Oui, c'est relativement récent, mais enfin, ça fait quand même 4 mois. En 4 mois, qu'il n'ait pas dit à Cathy que vous étiez à nouveau dans sa vie, ça paraît quand même un peu bizarre, surtout qu'elle vous connaît en plus. C'est ça. Donc ça semblerait. Enfin, je veux dire, si. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il a une relation sexuelle avec cette femme. Ça peut dire plein de choses. Ça peut dire que il veut pas la blesser parce que c'est quelqu'un pour qui il a beaucoup d'affection. Ça peut dire ça peut dire aussi, je me la garde sous le coude. Oui, non, mais on est d'accord, Bruno. Mais si vous voulez, ce qui va pas, c'est que quand vous lui posez la question, il n'est pas clair, quoi. On sent que je vais lui dire, j'ai oublié. Enfin, vous voyez, c'est ça qui est. Je ne l'ai pas encore fait. La dernière fois, parce que je lui ai encore posé la question ce week-end. Et vous lui avez pas demandé pourquoi? Je ne l'ai pas encore fait. Et il m'a dit non, il a rien dit. Mais là, de toute façon, je ne vais pas lâcher le morceau. Vous avez raison. Je ne veux pas. Non, je ne vais pas lâcher le morceau parce que on vit une très belle relation. Justement, c'est à côté de ça, on a beaucoup de valeurs communes et puis justement, on tisse une relation, au fil des mois. Et je trouve ça très bien aussi qu'on soit. Cette distance fait que justement, on ne s'oublie pas soi-même. Chacun dans nos activités respectives. Donc c'est très bien. Mais ça. C'est une... Et vous avez dit très justement, Brigitte, parce que j'ai exactement pensé la même chose que vous, c'est-à-dire de me dire, il ne veut pas la blesser, peut-être qu'il ne veut pas la blesser, mais il accepte en l'occurrence donc de me blesser moi. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Parce que moi je me sens blessée. C'est blessant. C'est ne pas vous donner l'importance que ce type de relation mérite. Parce que là, si vraiment ça a une importance dans ses yeux, on voit pas pourquoi il affirmerait pas la chose dans une relation qui est terminée. Exactement. Ouais. Moi, ce qui me gêne le plus dans ce que vous racontez, Catherine, c'est qu'il n'a pas l'air du tout d'entendre que ça soit à la fois blessant et douloureux qu'il n'ait pas prévenu Cathy qu'il avait repris avec vous. C'est ça qui est embêtant. Parce que ça veut dire que soit il veut pas l'entendre parce que ça lui pose un problème, soit ça veut dire qu'il n'est pas très à l'écoute de ce que vous ressentez. Donc c'est ça qu'il faut éclaircir, absolument. Tout à fait. Pour vous protéger de vous-même, ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter la relation, mais protégez-vous pour ne pas souffrir trop si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je fais? Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que aujourd'hui, cette relation me convient, puisqu'elle est telle qu'elle se vit, voilà, puisqu'on est à distance l'un de l'autre. Donc oui, mais Catherine, donc je me protège, effectivement, je me protège. Catherine, il y a quand même quelque chose qu'il faut que vous puissiez entendre. Et là, je vais prendre sa défense. Comme vous êtes quand même assez loin encore, et quand on comprend qu'il n'avait pas voulu il y a 10 ans continuer la relation parce que vous étiez trop loin, peut-être que Cathy est un pis-aller parce que vous êtes un peu loin. Et ça, c'est peut-être à prendre en compte quand même. Ça veut dire c'est peut-être un homme qui supporte pas d'être seul, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc peut-être que ça serait une excuse qu'on pourrait lui donner dans son... vous voyez. Donc essayez quand même d'éclaircir ça, parce que si vous y tenez à la relation, c'est peut-être juste un problème de distance. Bien sûr. Après, alors pour l'instant, ça vous arrange, mais peut-être que ça pose... ça le fragilise, et du coup, il se réfugie un petit peu avec son ami, en espérant que ça ne reste qu'une amie. Voilà. D'accord. Ou alors vous lui dites que vous-même vous le comprenez, et puis que vous avez commencé à arrêter aussi de colporter l'idée que vous étiez avec quelqu'un auprès de vos propres amis, histoire de lui montrer ce que ça fait d'être pris en priorité 2 ou 3, quoi. Oui. Voilà. Et ça, c'est le sens des priorités. En fait, c'est ça. Oui.
voilà, un peu de priorité pour moi, et j'en demande pas beaucoup. Je lui dis souvent, je ne te demande rien, mais un petit peu, voilà, il y a des choses. Après, il y a beaucoup, c'est un homme qui parle, on est dans la communication, mais bon, assez quand même, oui, je trouve quand même. Mais c'est un homme assez, comment dire, il tourne beaucoup les choses en dérision et sous forme d'humour. En fait, dès qu'il sent qu'il ne peut pas répondre, je le sais, parce que je le connais quand même très bien. Oui, bien sûr. Je le sens fasciné par rapport à ça, et je dis, ça y est, là, tu es en train de prendre la fuite. Parce que, voilà, alors, c'est pas une protection, là, en l'occurrence, c'est un évitement, ce qui est moins bien. Oui, c'est ça, il prend la fuite, c'est encore moins bien. Mais je le sais, mais donc je sais exactement comment moi je dois me comporter à son égard, mais ça me demande quand même un peu d'énergie. Autant l'humour peut être une protection de sa sensibilité ou de sa difficulté à parler de ses... Alors, bon, à ce moment-là, c'est acceptable. Quand l'humour est un évitement, c'est quand même de la manipulation. Ah, malheureusement. Excusez-nous, hein, Catherine, vous nous avez appelé parce que vous aviez envie qu'on vous ouvre un peu les yeux pour être sûr que c'est pas un carton rouge. Donc voilà, vous êtes suffisamment, on vous sent suffisamment forte et intelligente pour gérer les choses. Donc gérez-les en fonction des paramètres qu'on vous a apportés. Oui, il faut parler. D'ailleurs, parce que j'avais besoin d'entendre ce que vous m'avez dit. Mais parlez franchement du sentiment que ça vous génère. Hein. Dire, je suis un peu vexé de ne pas me sentir officiellement au centre de ton choix. Voilà, moi, j'ai besoin d'exister. Voilà, vous lui dites. Hein. Merci Catherine, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Je vous en prie. Merci. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite avec Bruno Martin. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Martin est avec nous. Nous évoquons les cartons rouges qui font que c'est très difficile de rester en couple heureux. Hein, je dis bien heureux. Alors on va pas, Bruno Martin, on va pas essayer de casser tous les couples quand même. On va essayer d'être gentil avec Béatrice. Bonjour Béatrice. Oui, bonjour à vous deux. Merci pour mon appel. Je vous en prie. Moi, j'aurais besoin de vos conseils parce que bon, carton rouge, quand on a déjà un peu avancé dans le couple, c'est une chose, mais quand c'est au début, je suis un peu embêtée. Je ne sais pas comment faire, comme on dit, les red flags, les lumières qui s'allument. Allez-y, dites-nous. Oui. Ouais, je vous explique. Ouais. Alors, je sors d'une relation d'un mariage de 30 ans avec un divorce très compliqué avec une personne qui était, je dirais, jalouse, alors perverse. Je ne veux pas mettre ça à tous les sauces, mais en tout cas, j'ai beaucoup souffert et ça a été compliqué de sortir de ce mariage. Et puis, entre-temps, j'ai eu une relation d'1 an et demi avec une personne qui était adorable, mais la vie n'était pas compatible avec lui. Et puis, il y a 6 mois, j'ai rencontré une personne avec qui je me suis dit, il y a un bout de chemin à faire, on va voir, on va essayer, il était disponible. Et puis au fil de notre conversation, quand on dit ok, on met les choses à plat, les défauts, les qualités, il me dit moi je suis jaloux. Et là, je dis moi je suis un petit peu directive, un peu autoritaire, voilà. Et puis le fait de je suis jaloux, moi ça m'a glacé le sang. Je dis mais alors là ça va pas être possible en fait. Il me dit non mais j'en suis conscient, je travaille dessus. Et puis ça a été très bien jusqu'à ce qu'on sorte un peu de nos vases clos. Vous savez, au début on est un peu en vase clos, en amoureux, et puis quand on a commencé à avoir ses propres amis à lui, là il a complètement perdu pied, à faire des crises de jalousie qui n'ont pas de sens, et je pense qu'il a complètement décompensé. Je pense qu'il est vraiment extrêmement mal de cette situation. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'il est conscient de sa jalousie, c'est irrépressible, si bien qu'il m'a mis dehors de chez lui comme ça, c'est d'une violence très grande pour moi. Est-ce qu'il est suivi? Est-ce qu'il se soigne? Alors là, c'est assez récent tout ça, mais effectivement, il a dit je prends de suite rendez-vous, ça va pas, ce n'est pas moi, il faut que je règle le problème. Il réfléchit beaucoup, donc il a déjà un petit peu posé des jalons dans son histoire qui lui permet de comprendre ça.
Je pense qu'il faut qu'il passe par un traitement médicamenteux parce que je pense qu'il est en train de se dégrader. Mais sauf que moi je dis que là, en état actuel, c'était pas possible pour moi de l'aider. Enfin, vous ne pouvez pas l'aider. De toute façon, c'est pas à vous de l'aider. Est-ce qu'il a été violent, qu'il a porté la main sur vous? Non. Non. Alors non, c'est pas une violence comme ça. Moi, ça me renvoie à une violence psychologique parce qu'il met en doute ma parole, parce que, c'est plutôt cette violence-là. Après, qui est toujours signe d'une jalousie un peu pathologique, hein, quand on met en doute la parole de quelqu'un qui essaye de nous rassurer. Visiblement, il est radicalement dans une jalousie pathologique. Hein. On a dit la jalousie concurrentielle, elle est normale. La jalousie pathologique fait vraiment partie pour moi, des vrais cartons rouges. C'est-à-dire vraiment ça, c'est sauf thérapie qui va pas durer un jour et demi. Ça risque d'être long à évoluer. Ces gens qui ont une faible confiance en eux. Et donc, ça se traduit par ça. Et moi, je sais pas, ça fait partie des choses qu'il faut observer d'entrée de jeu. Et après, soit on insiste, parce qu'on a un esprit de sauveteur, soit on se dit, écoutez, j'ai certainement quelque chose qui m'attend plus adapté ailleurs. Hein. Parce que vous n'êtes pas ensemble depuis très longtemps. Je ne sais pas quel est votre degré d'attachement déjà et quelles sont vraiment ses autres qualités. Mais c'est vrai que c'est quand même assez. On n'a pas envie de vous dire de foncer tête baissée en tout cas. Non, pas tête baissée, mais ce que j'aimerais entendre, et en même temps, si c'est pas le cas, et j'ai pas envie de l'entendre, mais c'est de me dire, ok, on va poser telle condition pour effectivement, s'il avance lui dans son chemin dans la thérapie, est-ce qu'il y a une jalousie qui pourrait être acceptable, que moi je pourrais accepter, mais quels seraient les garde-fous que je pourrais mettre? Bon, il y en a pas. Hein. Ça dépendra de son chemin en thérapie, et on ne sait pas le temps que ça va durer. Et puis, visiblement, vous n'avez pas envie de le tromper, donc je ne vois pas pourquoi il y aurait une jalousie acceptable. Oui, non, mais c'est effectivement. Voyez, Béatrice, c'est-à-dire que, alors, ce qui est curieux, c'est qu'il vous est prévenu dès le début, donc il a déjà peut-être fait un peu de thérapie, ou alors il a été quitté à cause de ça. Ce qui est peut-être. On va lui donner quand même une petite piste favorable. Peut-être que ce serait intéressant que vous puissiez un peu connaître son histoire familiale et puis ses autres histoires. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est arrêté? Mais moi, je vous conseille plutôt de questionner s'il avait une sœur ou quelqu'un que lui-même, parce que on sait que les jaloux pathologiques parfois ne disent pas toujours la vérité. Oui, non, mais c'est clair. Alors après, ce qu'il dit, c'est qu'il était très discret, il s'est ouvert qu'à moi, et je pense que c'est pour ça que ça a explosé en même temps dans son être, quoi, dans sa tête, en fait. Mais quand il vous dit, ça n'est pas moi, quand il est jaloux, si, c'est lui, puisqu'il a même repéré que c'était lui avant, puisqu'il vous a dit, je suis jaloux. C'est juste lui. C'est-à-dire, je m'aime pas. C'est juste lui. Ce qu'il aurait dû dire, c'est je n'aime pas ça de moi. Mais vous voyez. Et ça, c'est un léger penchant psychotique. Donc, c'est pas très bon signe. Et puis il vous a quand même mis dehors. Quand on dit violence psychologique, certes, mais enfin c'est semi-physique quand on se fait oui, surtout que je lui avais dit que c'était un point qui était sensible pour moi, parce que mon ex-mari m'avait mis dehors alors que j'avais rien fait, mais bon voilà, donc je lui avais dit que c'était un point sensible, c'était des choses qui moi me touchaient, mais c'était pas bonne pour moi, quoi. Alors peut-être que vous auriez intérêt dans un premier temps, Béatrice, à le voir pas trop, et puis aller travailler vous en thérapie pour comprendre, parce que là visiblement vous retournez avec quelqu'un qui vous met dehors et ça parle de vous là. Hein. Oui, il faut prendre de la distance, quoi qu'il arrive, le temps qu'il fasse quelque chose et que vous compreniez aussi quelque chose de vous-même, parce que en l'état, là, ça va être très compliqué.
Mais nous, on peut pas vous dire que ça va s'arranger. Ça, c'est pas sûr du tout. Donc soyez. Oui, non, ça, c'est clair. Voilà, c'est clair. Mais après, voilà, les garde-fous, il y en a pas qui. Dans la jalousie pathologique, malheureusement non, parce que c'est souvent quelque chose qui est très qui est pas loin parfois de la paranoïa, tout ça. Donc c'est des choses très complexes et qui sont difficiles parce que ça, c'est souvent assez imperméable à la thérapie, quoi. D'accord. Et on retombe un peu dans ce qu'on disait au début, c'est-à-dire je rêve d'une belle histoire, il a dans sa liste des qualités qui me plaisent, donc je suis capable de tricoter quelque chose qui me fait plaisir, et me débarrasser de mon rêve, c'est difficile. Alors, le carton rouge, je le vois pas, voilà. Mais il y a un moment, bon, vous avez beaucoup plus de chances que ce que vous n'imaginez. Il y a d'autres possibilités qui... Mais je pense, Béatrice, qu'il vous a beaucoup plu, cet homme, parce que les jaloux sont souvent au début tellement gentils, tellement attentionnés, tellement... Vous étiez sa déesse, sa princesse... voyez, donc on est bien avec un jaloux au début, sauf que très vite on paye la facture, quoi. Ouais, je crois bien. Ouais. Bon, on va peut-être arrêter les frais alors. Non, mais allez voir avec quelqu'un ce que vous ressentez et allez vérifier si votre intuition elle vous permet de continuer ou d'arrêter. Voyez, mais ça c'est compliqué parce que je pense avoir réfléchi. Je sais pourquoi je vais vers ce genre de personnes, mais c'est pas parce qu'on sait qu'on peut s'empêcher d'eux. Voyez. Bon, après c'est encore. Il faut garder les pieds sur terre. Si, c'est quand vous saurez ce que ça répare en vous d'aller avec cette personne, ce en quoi ça vous fait du bien, et ce qui n'a pas été réparé par votre petite fille intérieure, c'est toujours la même histoire. Vous avez certainement énormément besoin d'amour, énormément besoin d'être cajolé, protégé, et il a joué ce rôle-là, mais c'est à vous de vous cajoler, de vous protéger pour justement pouvoir être d'égal à égal avec un homme que vous rencontrerez après. Ouais. Mais après, voilà, je tiens aussi à remercier mes amis et ça fait du bien aussi de parler, ne serait-ce qu'à des amis. Alors, je vois pas de thérapeute, mais d'avoir sorti d'une histoire compliquée, d'avoir dit non, mais ça, never again. Et après, quand ça clignote et que mes amis me disent oui, mais là, tu vois bien que ça clignote. Et ben, vous avez des bons amis. Écoutez-les. Merci Béatrice. Bon, okay. Merci. Merci. On se retrouve pour le sexo conseil. Comment deviner si elle simule? Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Alors Bruno Martin, c'est un sexe au conseil qui va plaire aux hommes. Je suis sûre qu'ils sont tout oui. Comment deviner si elles simulent? Alors je voulais juste dire d'abord, les femmes ne simulent pas pour le plaisir ni pour vous tromper ou vous manipuler. Bien souvent, c'est pour en finir un peu plus rapidement ou pour vous rassurer, pour vous prouver qu'elles sont sexuellement aptes. Parce que c'est pour certaines femmes, avouer qu'elle n'est pas capable d'atteindre l'orgasme, c'est parfois difficile. C'est une blessure narcissique, comme on dit. Alors ça prouve quand même néanmoins qu'il n'y a pas de réelle communication. C'est vrai que dans l'idéal, il ne faudrait pas que les femmes simulent, parce que sinon, on ne peut pas améliorer la sexualité. Bon, donc c'est pour ça que c'est toujours important de se rassurer mutuellement lorsqu'on est dans une relation sexuelle avec quelqu'un. Alors, méfions-nous des représentations dans les films pornographiques, parce que c'est pas parce que la femme ne hurle pas et ne tourne pas de l'œil qu'elle n'a pas d'orgasme. Oui. C'est déjà important. Les preuves de l'orgasme féminin sont assez subtiles, et même si vous êtes réceptif, vous pouvez vous tromper. Il y a des contractions involontaires des muscles pelviens qui normalement sont une preuve tangible, mais il y a beaucoup de femmes qui savent faire fonctionner leur vagin et faire fonctionner ces muscles. Les rougeurs au niveau de la poitrine, alors c'est généralement signe de plaisir, mais c'est pas non plus une preuve d'un orgasme. La lubrification abondante, désolé, mais c'est pas non plus une preuve d'orgasme, puisqu'on sait malheureusement que lors d'un viol, il peut y avoir une lubrification abondante, puisque le corps réagit malgré tout.
Alors la meilleure preuve, j'ai envie de dire, c'est ce qu'elle vous dit, mais si elle vous dit qu'elle ne simule pas et qu'elle simule, ben voilà. Donc moi je pense que la seule solution, c'est de ne rien demander par rapport à la simulation, mais en revanche de lui demander si elle a aimé telle chose et qu'est-ce qu'elle préférerait pour essayer d'améliorer la manière de lui faire l'amour, pour la satisfaire un peu plus et peut-être à ce moment-là l'amener à l'orgasme. Oui, mais moi je dirais que la première victime de la simulation, c'est elle. Je suis bien d'accord. Après, chacun voit son truc. C'est quand même elle qui a le plus gros déficit, on va dire. Oui, mais vous savez qu'à la dernière enquête sur la sexualité des Français, pratiquement toutes les femmes ont avoué avoir déjà simulé. Oui. Hein. Donc, et moi la première. Hein, On dit que les hommes simulent les préliminaires et que les femmes simulent l'orgasme. D'accord. Bon, eh ben dites donc, on n'avance pas. Hein. C'est catastrophique. Bon, bref, allez, pour ne pas simuler, peut-être utiliser un jouet. Vous allez pouvoir la faire jouir comme ça. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Alors, vous avez reçu ce vibromasseur Rabbit My Duchesse Black Empire. Hein, je le montre pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Vous pouvez le retrouver sur concordelove.fr. Il est très très joli. Hein, c'est donc un rabbit avec toujours la même configuration, hein, un pénis et puis un rajout avec 2 petites oreilles de lapin. Alors, il porte bien son nom aristocratique. C'est un très bel objet, un peu stylisé, entièrement lisse, noir, avec un anneau à la base qui permet de le tenir, doré à l'intérieur. Alors la taille est modeste / normale, mais ça c'est peut-être parce que je suis gâtée depuis plusieurs années. Mais je l'ai trouvé très efficace, d'abord le visuel a beaucoup d'importance pour moi, donc très agréable. Il est assez classe, hein, Bruno Martin, c'est un bel objet. Et puis c'est vrai que le fait qu'il soit assez fin, c'est pas mal, parce que bon, comme moi je dis souvent, hein, dans les jouets, il vaut mieux introduire quelque chose de trop petit que de trop gros, parce que on lubrifie pas forcément en le voyant sortir de sa boîte. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Et donc il a plusieurs modes de vibration très très variés, donc ce qui est très agréable. Et donc je ne peux en dire que du bien. Je l'ai trouvé très très efficace. Le bémol que je mettrais, c'est au niveau pour le charger, il faut vraiment trouver le petit trou, le petit trou pour mettre la fiche. Mais enfin bon, ça c'est vraiment très accessoire. Et donc je lui mettrais un 9. 9 sur 10, d'accord. Ah oui. Eh bien, écoutez, je pense qu'il mérite, en effet. Il est beau, il doit être assez facile à utiliser. Et puis, bon, voilà. Bon, ben, écoutez, merci de l'avoir testé pour nous, Sophie. Je rappelle que ce vibromasseur Rabbit My Duchesse Black Empire, qu'on peut retrouver sur le site concordelove.fr. Si vous allez sur ce site avec le code promo Sud Radio 15, vous aurez une réduction donc de 15%. Et puis, celui-là, celui que j'ai entre les doigts, qui a l'air de plaire beaucoup à Bruno Martin, vous ne l'aurez pas, Bruno Martin. C'est quelqu'un qui nous écoute, qui va s'inscrire directement sur sudradio.fr et qui va participer à l'émission, une prochaine émission, et on lui offrira donc ce jouet qui est en effet très très joli. Merci Sophie, on continue avec Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno Martin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je crois que vous voulez réagir, c'est ça, au témoignage de Catherine tout à l'heure ? Et au témoignage de Béatrice. Bon. Je suis désolée, je ne vais pas être seulement originale. Hein. Non, je ne vais pas être seulement originale, mais je crois que c'est un peu toujours je crois que la grande question, c'est est-ce que on se fait des idées parce qu'on est amoureux, ou est-ce que il y a une réelle chance que la personne évolue dans le bon sens et qu'on peut rectifier ce qui nous dérange? C'est ça le problème, hein, parce qu'il y a des fois où ça marche. Pour moi, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché 2 fois de suite, assez violemment. Mais pour des femmes que je connais, ça a marché. Il y a eu des améliorations, donc c'est difficile. La frontière est difficile. C'est la frontière entre le jaune et le rouge. Le jaune est perfectible, le rouge, c'est irréversible.
Oui, mais on peut pas le savoir. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais on peut, avec un peu de lucidité, mieux le savoir. En sortant du rêve, on arrive à quand même détecter ce genre de choses, même peut-être par expérience, même si on s'est planté une première fois. Je sais pas. Mais écoutez, moi j'ai eu une histoire très compliquée avec quelqu'un qui était d'abord un ami, ou quelqu'un que je connaissais vraiment très très bien. Je le connaître. Ses forces, ses faiblesses. Mais c'était quoi ce qui était pour vous peut-être un carton rouge, qu'on voit si ça peut s'arranger ou pas? Parce que là, on a eu... moi, c'était simple. C'était quelqu'un qui était marié. C'est la vieille histoire. Il est marié. Est-ce qu'il va faire sa vie avec moi ou pas? Mais si vous voulez, c'est un roman, notre histoire. Hein, mais là, c'est pas... Enfin, c'est un carton jaune, orange... déclaré... il vous déclarait quoi? Voilà, c'est ça. Mais j'ai encore tous les courriers, parce qu'on a eu une relation qui à un moment donné a été à distance. Parce que lui était en Afrique et moi en France. Et donc on se voyait tous les 3 mois. Et ça a duré 3 ans. Et donc il m'avait fait des grandes promesses. Et j'ai tous les écrits. Et je sais, on promet. Mais c'était vraiment très troublant. C'est quelqu'un qui se livrait peu, qui était extrêmement compliqué, pour qui l'amour était quelque chose de dangereux. Il avait une grande méfiance parce que sa relation à lui n'était pas d'amour. C'était une relation de devoir, d'obligation, qui était mêlée à des tas. C'était un homme très compliqué, qui avait une vie très... Et je savais tout ça. Je le savais très bien. C'est pour ça que cette histoire de l'ignorance, ça m'intéresse beaucoup, parce que je le savais, mais on pense toujours que l'amour est plus fort qu'eux, et puis que les paroles qu'il me disait étaient... Puis on a rompu, on s'est remis ensemble, il y a eu des tas d'histoires. Et aujourd'hui, vous êtes ensemble, c'est ça? Malheureusement, non, mais non, ça a fini par... Mais on a eu un enfant ensemble qui n'a pas accepté, alors qu'il m'avait promis, parce que moi j'ai tout, j'ai les écrits, j'ai tout ce qu'il m'avait promis, donc on a eu un enfant ensemble, etc. Oui, alors là, merci de ce témoignage, parce que là, on peut dire quelque chose d'important, c'est que quand on est amoureux, et je pense qu'il a été amoureux de vous, ça là-dessus, j'ai pas de doute, on dit des choses qu'on croit, mais qu'on ne tiendra pas. Et c'est ça qui vous a emmené dans l'histoire. Je peux pas imaginer. Moi, j'ai jamais menti de ma vie. Je comprends toujours pas. Brigitte, vous le dis franchement. Mais il s'est menti. Il s'est menti à lui-même parce qu'il vous aimait. Il n'avait pas envie de vous perdre et en même temps, il pouvait pas quitter sa femme pour des raisons qui sont certainement matérielles, etc. Et donc, il vous a menti pour pouvoir vous garder. Et alors, je ne dis pas que c'est bien, je ne suis pas en train de le défendre. Mais malheureusement, quand on est amoureux, on est capable de se mentir à soi-même et donc de mentir à l'autre. Oui, tout à fait. Alors, permettez, moi j'ai entendu, on a rompu plusieurs fois, on a fait un enfant ensemble, vous avez rompu, et vous dites, bon, comment j'aurais pu deviner? Mais quand il se passe tout ça, vous devinez rien? Disons que j'avais conscience des handicaps avec lesquels il partait, parce que je connaissais sa vie, je connaissais toute sa vie. Je connaissais ses problèmes avec ses enfants, ses problèmes avec sa femme, je connaissais tout. Donc, si vous voulez, c'est cet orgueil terrible qu'on a dans l'amour de se dire, mais moi, je peux y arriver. Comme en plus, il en rajoutait en disant, vous êtes la femme de ma vie, vous me faites découvrir des choses que j'aurais jamais pu imaginer, des choses qui font du bien à l'orgueil. Il y a cette idée que, mais moi, je vais le rendre heureux, mais moi, je vais y arriver à lui montrer que ça peut marcher, l'amour, vous voyez. Et c'était très fort. Mais moi, Sarah, je vais être très positive par rapport à votre histoire. Vous avez vécu quelque chose de formidable, et tant mieux. Et au fond, inconsciemment, vous saviez certainement que ça ne marcherait pas, mais vous avez eu envie de le vivre et vous avez eu raison de le vivre. En plus, vous avez un enfant de l'amour. C'est beau aussi. Mais j'ai énormément souffert. J'entends bien, Sarah. Ça a duré. Vous n'imaginez pas. Ça a duré 20 ans. Mais ce qu'il faut comprendre, Sarah, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes une amoureuse et que vous avez donc vécu ça parce que c'était votre histoire de le vivre, voilà. Mais en même temps, oui, Bruno Martin a raison. Vous avez quand même eu quelques signaux qui clignotaient très très fort dans la nuit. Non. Non, parce que je vous dis, parce qu'il avait un langage, je vous assure que c'est très perturbant. Très perturbant, quelqu'un qui vous dit les yeux dans les yeux, je veux un enfant, je veux une couple sans enfant, c'est trop terrible. Et quand vous lui annoncez que vous êtes enceinte, c'est silence radio et on n'entend plus rien. Mais ça, c'est pas perturbant. Est-ce que ça n'est pas un signe? Non.
Enfin, pour moi, comprenez-moi, cet homme aimait les enfants. Il me parlait tout le temps de ses enfants. Mais quand il vous dit je veux un enfant de toi, il est dans l'amour, il est dans la fusion, il est sincère. Et puis après, quand vous lui dites je suis enceinte, là il y a la raison qui l'emporte. Il se dit putain, mais je peux pas gérer une relation avec un enfant illégitime. Et voilà. Ouais, après, il est revenu quand même. Il est revenu à la charge. On a encore vécu 12 ans ensemble. Et ben voilà. Mais mais comprenez-moi, les signaux sont difficiles. Avec un homme, je reconnais, il est très compliqué. Non mais Sarah, les signaux, moi, je suis pas aussi catégorique que Bruno Martin, mais c'était évident que vous preniez des risques à chaque fois, et vous les avez pris parce que malgré tout, vous viviez quelque chose de formidable, et puis voilà. Mais vous savez, il y a que les êtres qu'on aime qui peuvent nous faire souffrir. L'amour fait souffrir, et c'est pour ça que si on ne veut vraiment pas souffrir, il faut à ce moment-là, en effet, disséquer tous les cartons rouges, et voire même les cartons jaunes. Hein. Vous voyez, je crois que ce serait peut-être, on pourrait presque dire que c'est la conclusion de cette émission. C'est si on veut vraiment pas souffrir en amour, en effet, il faut être très très raisonnable. Oui, puis il faut communiquer au moins sur les cartons jaunes. Et si on voit un rouge comme... Enfin bon, certains rouges sont tellement rouges que bon... après, il faut qu'on se mette devant une certaine lucidité pour l'admettre et le considérer. Après, je conçois que l'état amoureux, c'est pas un état très normal. Hein. Ça vous perche, ça vous parasite la lucidité longtemps. Vous étiez sincère dans l'histoire, moi j'ai bien compris. Hein. Par contre, monsieur est très ambivalent. Hyper ambivalent. Il était peut-être sincère sur ses moments up quand il montait très haut, mais il a quand même prouvé quand il est descendu très bas qu'il pouvait vous mettre un gros carton rouge sous le nez et que votre amour vous aveuglait tellement que vous êtes passé complètement au-delà. Hein. Merci Sarah, en tout cas. On fait une petite pause et puis on va conclure avec Salomé dans un instant. Comment accompagner ses parents ou ses grands-parents dans leur fin de vie? Nous en parlons demain avec Sandy Boulanger, somatothérapeute. Venez apporter votre témoignage au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Bruno Martin. Je rappelle votre livre L'amour et vous aux éditions d'Albin Michel. Et puis je rappelle aussi que vous êtes créateur du site éjaculation-précoce.net sur lequel on peut avoir de précieux conseils pour régler son problème d'éjaculation précoce. C'est un carton rouge ou pas l'éjaculation précoce? Non. Ah non, ça n'est pas un carton rouge parce que c'est réversible pour celui qui s'y colle et c'est pas compliqué. Ça, c'est jaune. C'est jaune. Ça peut devenir rose. Oh, absolument. Donc tout va bien. Salomé, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Alors, je suis heureuse de passer à l'antenne pour pouvoir vous témoigner de mon amour, Brigitte, pour tout ce que vous faites. Et voilà, ça doit être gratifiant de faire le bien comme ça pour des milliers de personnes qui vous écoutent. Et comme je vous aime beaucoup, je voulais lire votre vie et j'en profite parce que j'hésitais entre moi, la scandaleuse, ou Brigitte, pas la haie. Alors, ça doit... Évidemment, c'est pas la même période, mais j'ai dit, je vais en profiter que je peux parler avec Brigitte. Lequel vous me conseilleriez-vous? Oh, je pense que le dernier, La haie par Brigitte, sera un livre qui vous conviendra mieux, parce que je pense que, vu l'admiration que vous me portez, ça vous permettra de comprendre tout ce que j'ai traversé pour arriver où je suis. Voilà. Bon, voilà, c'est ça que je veux. Donc voilà, je vais l'acheter. Et donc... merci. Donc vous nous appelez pour nous dire que quand vous étiez jeune, vous n'arriviez pas trop à voir les cartons rouges, c'est ça? Et oui, et quand j'écoutais Sarah, je me dis, on veut pas les voir. Des fois, on a des signaux, mais moi je me disais, ça va passer. On peut, je peux arriver à surmonter ça, quelque chose qui ne me conviendrait pas. Et moi, bon, j'avais eu une relation avec une personne et donc cette personne cherchait le conflit parfois, mais je m'en rendais pas compte. Elle commençait à me parler mal, avec des mots vulgaires, et pour presque en arriver aux mains, quoi. Et ça, j'aurais dû arrêter de suite parce que elle ne me respectait pas, mais je pensais en être un
peu beaucoup la cause que je la menais à devenir comme ça, vous voyez. C'est important parce que ça aussi c'est un carton rouge, Bruno Martin. La violence et l'agressivité, c'est rouge vif. Et il y a des gens qui cherchent le conflit, tout en vous faisant... vous savez, comme si on piquait jusqu'à ce que vous réagissiez un tout petit peu, et à ce moment-là, vous avez l'impression que c'est vous qui avez lancé, qui êtes à l'origine du conflit, alors que c'est l'autre qui vous a piqué jusqu'à ce que vous réagissiez. C'est encore de la manipulation, ça. C'est absolument, et c'est très immature, évidemment. Mais ça s'est produit, et pourquoi ne pas s'être séparés, ça aurait été mieux. Mais après, on trouve des raisons, puis la personne redevient normale, et puis ça se reproduit. Et on continue quand même, alors parce que j'étais jeune, je pense que maintenant, grâce à vous, j'ai appris qu'il fallait se faire respecter, mais je pensais pas... mais vous savez, Salomé, je pense qu'on est malheureusement en fin d'émission, donc je vais être obligée de vous laisser, mais je crois que c'est pas mal pour conclure. C'est parfois plus difficile de partir que de rester, donc si c'est pas aussi insupportable, on reste, parce que sinon on se retrouve à nouveau seul, il faut à nouveau essayer de rencontrer quelqu'un. Vous croyez pas, finalement, Bruno Martin, que c'est peut-être comme ça qu'on peut conclure mais c'est très compliqué d'abandonner ses rêves. Voilà. C'est très compliqué, parce qu'on rêve tous, et c'est ce qui nous porte, et ce qui nous fait aller plus haut. Mais on et a bien. tous besoin d'amour. On a tous besoin de ça. Sauf qu'il ne faut pas le payer trop cher. Et il faut juste pas se tromper de casting. Exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup Bruno Martin. Je crois qu'on a donné beaucoup de précisions. Et puis, on va laisser la place à Alexandre Delovan, qui peut peut-être vous dire si vous avez rencontré la bonne personne, grâce à C'est votre avenir. Et puis demain, on sera avec Sandy Boulanger. On va faire une très très jolie émission. Comment accompagner ses parents, ses grands-parents dans leur fin de vie. C'est un vrai sujet d'actualité. Et il me semble qu'on n'en a jamais vraiment parlé. Et pourtant, on parle aussi beaucoup d'amour, évidemment. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.